quand il parle. Donc, Bénédicte Obsommer, Bonjour à tous et à toutes. Et Pascal. Et je suis là aussi. Bonjour tout le monde. Voilà. Donc, Pascal et Bénédicte ont accepté de faire cet atelier, en fait. Eux aussi, donc je l'ai dit hier, mais tous les intervenants des 3 ateliers sont bénévoles et on les remercie vraiment pleinement. On n'a pas pu faire les 40 ans de la FIDI, hein, c'était compliqué. L'année dernière, on s'est dit, mais si, ça va le faire, on va y arriver, mais non, on n'a pas pu. Donc, bon, voilà. Et effectivement, nos intervenants qui étaient dits extérieurs ont gentiment accepté de faire ces ateliers. Alors, il y avait aussi prévu Pascal Jeannot-Margier, mais il a une très mauvaise connexion là où il est, donc on n'a pas pu organiser avec lui un atelier qui aurait pu correspondre à ce qu'il aurait proposé. Voilà. Donc, Pascal et Bénédicte, je vais vous passer le relais, vous allez pouvoir vous présenter. Je dis extérieur à la FIDI, mais vous n'êtes pas complètement extérieur hein, pour plein de raisons. Donc, je vous laisse la parole. Eh bien, merci Virginie. Effectivement, nous aussi, on est très contents d'être là avec vous tous ce matin et de vous partager notre pratique particulière, comme tu l'as dit Virginie. Effectivement. Et puis, oui, on n'est pas si extérieur que ça à la FIDI pour tout un tas de raisons. Effectivement, on est même en train de rejoindre la FIDI, donc au niveau aussi de la formation qu'on propose. Je vais commencer par vous faire une petite présentation en fait de qui nous sommes et de ce que nous faisons et de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, ça va durer une petite dizaine de minutes. Donc, pour l'instant, vous pouvez rester assis confortablement. Et ensuite, comme Virginie vous l'a dit aussi, je vous inviterai ensuite à regagner vos tapis pour une pratique de yoga très tournée vers l'énergie de l'hiver, et pour lequel vous aurez besoin d'avoir un peu d'espace autour de vous pour pouvoir bouger les bras et les lever au-dessus de la tête, puisqu'on va passer une partie de cette pratique debout. Alors, je vais maintenant vous partager mon écran de présentation. Hop. Alors, du coup... Ça devrait être bon. Est-ce que vous avez le visuel à l'écran? Oui. Parfait. C'est la petite présentation donc, qu'on vous fait aujourd'hui. Ben voilà, donc effectivement, grâce à ces 40 ans donc, de la FIDI, on a l'occasion aujourd'hui, Bénédicte et moi, de vous présenter un petit peu notre pratique. Et on va tourner ça aussi donc, autour de cette thématique qui avait été proposée donc, par la FIDI autour des 4 âges du yoga. Mais avant toute chose, effectivement, on va vous présenter qui nous sommes. Alors du coup, comment je bascule ça ? Voilà, ça y est, ça a l'air de marcher. Merci pour votre indulgence. Hein. On démarre nous aussi avec Zoom et on s'adapte un petit peu aux vicissitudes de la vie moderne. Et voilà, donc nous sommes Bénédicte et Pascal, ça vous le savez déjà. Et puis nous sommes tous les deux diplômés d'école du yoga de l'énergie. Donc Bénédicte à l'école de Bordeaux, l'EFISO, c'est là qu'on s'est rencontrés, parce que j'ai fait une partie de mon cursus moi à l'école de Bordeaux. Et moi je suis diplômé donc de l'école d'Évian. Je sais que vous êtes un certain nombre voilà, de l'école d'Évian ce matin avec nous. Bonjour à vous. Et donc Bénédicte et moi, voilà, nous sommes rencontrés en 2006 à l'école donc, de yoga de Bordeaux. Bénédicte pratique le yoga depuis plus de 20 ans, puisqu'en fait, elle a commencé à faire yoga lorsqu'elle était enceinte de sa première fille. Et moi également, donc depuis une vingtaine d'années, puisque j'ai découvert ça par le biais du sport, à l'époque où je faisais donc du triathlon en région parisienne. Et voilà, Bénédicte a longtemps vécu à l'expatriation. Elle a grandi en Afrique et en Espagne. Et puis ensuite, dans sa vie de femme adulte, elle a vécu donc 8 ans au Brésil, 8 ans en Inde, voilà, qui lui a permis donc de s'enrichir beaucoup de cette dimension culturelle étrangère et de tester un grand nombre donc, de yoga, notamment pendant qu'elle était en Inde, de travailler dans différentes lignées. Voilà, donc nous sommes rencontrés à l'école de yoga à Bordeaux en 2006. On a commencé à travailler ensemble à ce moment-là. Entre 2009 et 2014, donc, on a mis en place un concept un peu global, puisqu'on a tous les deux un background en énergétique chinoise, donc Bénédicte avec tout ce qui était réflexologie plantaire et moi avec tout ce qui était acupuncture et médecine nutritionnelle. Et on a commencé à proposer donc, une sorte de concept global qu'on appelait Cosmos à l'époque, qui prenait en charge les gens en fait, avec une dimension à la fois du yoga, de la médecine chinoise, de la réflexologie, de la nutrition, pour les accompagner en fait, sur le chemin de la santé et les maintenir
en bonne santé. Et donc, nous deux courions déjà depuis fort longtemps aussi. C'est aussi une des choses qui nous a rapprochés. Et en 2015, quand il y a eu ce gros boom là, au niveau donc, de l'explosion du yoga et de la course à pied, certains de nos élèves en yoga nous ont demandé donc de commencer à construire des cours de yoga spécifiques pour les coureurs, puisque on leur donnait quelques petits tuyaux par-ci par-là. Et c'est comme ça en fait qu'est né ce concept donc, de running yoga en 2015. Le premier atelier, donc on a fait des tests sur cette méthode pendant à peu près un an sur nos amis, notre public à Perpignan. Et puis ensuite, tout a démarré à une vitesse qu'on n'imaginait pas en fait et a pris des proportions qu'on n'imaginait pas non plus. En 2017, donc on a eu un premier bouquin qui est sorti, Yoga pour Runner, donc première commande donc des éditions de La Plage, notre premier bouquin. À partir de là, les gens ont commencé à nous demander de créer une formation en fait, non pas pour que nous dispensions le running yoga, mais pour former des gens pour qu'à leur tour, ils puissent transmettre le running yoga. Donc, on a fait ça en 2018. En 2019, une deuxième commande donc des éditions La Plage, un livre un peu plus adapté à plus de gens, donc un yoga pour randonneurs. Et puis, cette année, donc en 2020, un travail d'intégration avec la FIDI pour notre formation sur des parcours donc, de formation plus courts, puisqu'en fait, nous proposons en fait, une formation en 100 heures. Voilà. Donc notre méthode en définitive, donc spécifique de yoga pour les coureurs, est vraiment une adaptation en fait d'un yoga spécifiquement pour les coureurs. Et donc on est parti à l'envers, c'est-à-dire qu'on a pris l'analyse de la biomécanique d'une foulée de course à pied et on a construit des séquences de yoga qui sont vraiment spécifiques pour travailler le schéma corporel du coureur segment par segment. Donc notre pédagogie se décompose en deux parties, une partie qu'on appelle les fondamentaux qui s'adresse vraiment à tous les coureurs, qu'on fasse du longue distance ou du courte distance, qu'on soit un débutant ou un expert. La première des choses, en fait, c'est de se réapproprier son schéma corporel et de développer de la conscience et du ressenti vraiment dans sa foulée de course à pied. Et donc là, on va travailler sur différents ateliers, les épaules, les points d'appui, le bassin, l'assouplissement. C'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui. On va faire une sorte de petit condensé de notre yoga spécifique pour les coureurs, en fait, pour que vous puissiez ressentir un peu cette approche. Et donc, au niveau du yoga, nous, Bénédicte et moi, donc, sommes vraiment formés en ce yoga de l'énergie et on va utiliser donc cette démarche vraiment pour aborder la conscience et le ressenti donc, dans le geste de la course à pied, comme si la foulée devait devenir un asana. Et pour les conduire à ça, si en définitive le but ultime, entre guillemets, on va dire, ce serait de mettre en place le relâchement dans l'effort, le fameux Sthira-Sukham Asana, donc des textes sanscrits, et bien pour y arriver, on a été obligé de décomposer. Et au niveau donc de la démarche, la première des choses qu'on fait, c'est de revenir à la respiration. Ça, c'est vraiment l'essence du yoga, enfin pour nous en tout cas. Donc, on revient à la respiration. Ensuite, une fois qu'on est revenu à notre souffle fondamental, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, on va synchroniser le geste sur le souffle, à savoir qu'en fait, c'est le souffle qui donne le tempo au geste et non pas le geste qui donne le rythme au souffle. Vous verrez ça tout à l'heure dans votre corps, ça sera le meilleur moyen de le vivre. Et ensuite, on viendra mettre en place cette notion donc, de relâchement dans l'action pour mobiliser le moins d'énergie possible pour pouvoir vivre la posture ou simplement ensuite aller courir avec justement cette sensation de relâchement dans l'effort. Voilà. Donc ces points-là, une fois qu'on les a fait vivre sur le tapis, après on les fait appliquer donc dans différentes postures de plus en plus, on va dire, physiques ou complexes, de manière à ce qu'ensuite les gens puissent aller courir en ayant en eux cette ambiance intérieure en fait de relâchement dans l'effort, d'être conscient de leur corps. Donc en fait, il ne s'agit pas de courir et de faire du yoga en même temps. On nous demande souvent la question, mais en fait, comment on fait? On court et puis on s'arrête de faire des postures? Non. En fait, l'idée, c'est de courir en yoga et non pas de courir et de faire du yoga. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a une longue pratique en définitive dans une séance de running yoga sur le tapis. 80% du temps en fait est passé vraiment en yoga à vivre l'ambiance intérieure et à développer donc des sensations au niveau du schéma corporel. Et ensuite, on vient appliquer ça en fait dans des exercices très simples de running qui sont souvent des éducatifs pour que ces sensations qui ont été découvertes sur le tapis, les gens puissent ensuite les vivre dans leur geste de courir. Voilà. Donc ensuite, au niveau donc, de ce yoga de l'énergie, eh bien, ce yoga de l'énergie donc, de Roger Clair et Lucien Ferrer s'appuie beaucoup sur l'approche en fait, de la énergétique telle qu'elle est définie par la médecine traditionnelle chinoise, puisqu'en fait c'est un yoga qui dérive donc, du yoga tibétain. Et c'est ce qu'on va faire un petit peu ce matin. Donc je vous reste juste un petit tableau général. Donc, on va avant tout s'appuyer sur les deux polarités qu'on retrouve, que ce soit dans la médecine chinoise ou même dans l'approche hindouiste, où on va retrouver d'un côté tout ce qui est de l'ordre de la matière, ce que les Chinois appellent le yin, le ta ou
en Hatha Yoga, et de l'autre, tout ce qui est de l'ordre de l'essence, de l'immatériel en définitive. Et à partir de là, donc, on peut classifier bien, tout ce que vous voyez sur votre écran. Donc, de côté de la substance, donc, ça va être tout ce qui est le sol, la matière, tout ce qui est récepteur, c'est associé donc, au mécanisme de la nuit, de la lune. Au niveau du corps humain, c'est plutôt ce qui va être le relâchement, l'expiration. Voilà. Et au niveau donc de l'autre côté, de l'essence, donc tout ce qui est plus immatériel, eh bien, c'est tout ce qui est associé donc, au ciel, à l'énergie, au qualitatif, à l'action, au jour, aux principes solaires, etc., etc. Voilà. Et donc, en fait, ces deux principes sont certes opposés, mais ils sont surtout complémentaires. L'un n'existe pas sans l'autre, en fait. Chacun porte en lui le germe de son contraire. D'ailleurs, une des définitions de la mort en médecine chinoise, c'est de dire que la mort survient lorsque le yin et le yang divergent définitivement, voilà, à l'intérieur du corps. Bon, voilà pour cette première partie. Donc, tout se base en fait sur ces deux polarités, en fait, ces deux mouvements qui régissent toute la vie et tout l'univers même, cette expansion, le phénomène yang, et cette contraction. Voilà. Et tout suit ce phénomène-là. Donc, ces deux polarités vont vraiment donner le rythme. Ce rythme, ensuite, il vient s'appliquer sur une structure qui, elle, contient 3 étages. Et là, on retrouve effectivement les 3 gunas et les trois approches donc, telles qu'elles sont proposées aussi par l'approche indienne. Si on reste donc sur l'analogie avec la médecine chinoise, d'un côté, on va avoir la partie qui va être yang, purement yang, donc très émetteur, très dans l'énergie, très dans les matériels. De l'autre côté, on va avoir tout ce qui est de l'ordre de la substance. Et entre les deux, il y a un espace où coexistent en définitive ces deux polarités et qui fait office donc de transmetteur. Voilà. Donc, c'est ce qu'on dit souvent, on dit que l'homme est le trait d'union entre la terre et le ciel. La terre serait le yin, le ciel serait le yang, et l'homme serait l'espace où coexistent le yin et le yang. Et cette analogie, on peut la voir à toutes les échelles qu'on veut, aussi bien au niveau de l'univers qu'au niveau d'une cellule, qu'au niveau du corps humain. C'est ce qui va nous intéresser donc ce matin. La structure donc à 3 étages pour l'être humain, pour être effectivement l'approche purement physique, le corps qui est le yin pur, on va dire la matière dans sa densité. Un étage qui est de l'ordre purement donc de l'immatériel, qu'on va appeler caricaturalement, ou en tout cas pour simplifier, le mental, tout ce qui est de l'ordre effectivement de la pensée, de la perception des couleurs, de la perception de la douleur, qui est de l'ordre purement de l'immatériel, et puis un étage qui est un peu plus à l'interface entre les deux, qu'on va pouvoir associer aux émotions, puisqu'une émotion est à la fois vécue de manière immatérielle, mais une émotion peut aussi créer un symptôme physique. Et donc là, on est vraiment à l'interface entre le corps et le mental, ou quelque chose de plus immatériel. Et de la même manière, en médecine chinoise, une des définitions de la vie, c'est l'application de ce rythme binaire, en fait, contraction, relâchement, inspire, expire, expansion, contraction, sur une structure à 3 étages. Voilà. Et cette application de ce rythme binaire donc sur la structure ternaire se fait suivant donc un cycle qui lui est défini à 4 temps. Voilà. On peut prendre l'exemple, en fait, toujours pareil, ça se vit à toutes les échelles, au niveau de l'échelle de l'univers jusqu'au niveau de l'échelle d'une cellule, en définitive, ou même d'un atome. On peut toujours voir ce cycle à 4 temps. Et nous, pour faire simple, on va voir justement ce cycle-là sur une journée, par exemple. Donc, c'est le schéma qui est à votre gauche. Eh bien, le matin, à l'aube, le soleil se lève. On a donc une croissance du phénomène yang jusqu'à arriver au midi, où il est à son maximum, en définitive. Et puis, il décroît pour arriver au crépuscule. Et là, c'est la nuit qui commence à croître, et ainsi de suite. Donc, on a ce rythme-là donc, qui se met en place tout au long d'une journée. Ça peut se mettre en place aussi à une échelle un peu plus grande au niveau d'une année entière avec les différentes saisons. Donc le moment de la croissance du yang, en définitive, le yang étant le principe solaire, c'est le moment où les jours augmentent. Eh bien, c'est toute la période donc, du printemps jusqu'au solstice d'été. Le solstice, c'est le moment en fait où le soleil est le jour est à son maximum et la nuit à son minimum. Et puis ensuite, ça va décroître. On va rentrer dans le monde du yin, donc avec l'automne et l'hiver. Et si on reprend donc ce rythme saisonnier et qu'on le déploie, au lieu de faire de manière circulaire, on le déploie plus de manière linéaire, eh bien vous pouvez voir en fait effectivement sur ce petit schéma là, voilà. Donc si on part, mettons, de l'équinoxe du printemps ou de l'hiver, eh bien on a une croissance ici donc du phénomène yang, c'est-à-dire une croissance des journées, jusqu'à arriver au solstice d'été où on a le maximum du jour et le minimum de la nuit. Et puis le phénomène s'inverse, ça redescend. On va arriver à l'équinoxe d'automne, équinoxe
En latin, équinoxe, c'est le moment où le jour est égal à la nuit. Donc là, on a autant de jours que de nuits, jusqu'à arriver donc au solstice d'hiver, le jour minimum et la nuit maximum. Et bien, en ce moment, nous sommes plutôt dans cette période ici, là, puisqu'on se rapproche doucement de cette période, donc du mois de décembre, et donc avec le solstice d'hiver qui arrive autour du 21, 22, 23 décembre, ça dépend des années en fait, en fonction de la durée des lunes. Et à partir de là, effectivement, on retrouve donc ces 4 temps, ces 4 âges qu'on peut mettre donc à toutes les échelles, aussi bien les 4 âges du yoga dans une acceptation très très large que les 4 âges de la vie, hein, la naissance, la croissance, la maturité, la décroissance jusqu'à arriver à la vieillesse et la mort. On va trouver ça aussi dans les 4 saisons d'une année, les 4 temps d'une journée, les 4 temps d'une respiration, pardon. Inspiration, temps de pause, expiration, temps de pause, et ainsi de suite. Donc avec Bénédicte, nous travaillons beaucoup justement en ce yoga des saisons, où on va vraiment adapter notre pratique du yoga au rythme donc de la saison. Le printemps est le phénomène associé à la croissance et à l'expansion. On s'élève de la terre et on va vers le ciel. L'été est la saison de l'extériorisation complète. On est au moment du yang maximum, c'est le moment où l'énergie est extrêmement extravertie. À l'automne, au contraire, le repli commence à venir. On le voit au niveau des phénomènes des saisons. La sève commence à redescendre des arbres, l'énergie retourne à la terre, les feuilles tombent. Et en hiver, au contraire, c'est le moment de l'involution complète. C'est-à-dire que l'énergie est complètement immobile. Tout dans la nature a cessé ses activités. Et ensuite, pour pouvoir repartir au moment du printemps. Donc là, nous sommes vraiment maintenant dans un yoga de l'hiver, puisqu'en définitive, au niveau énergétique, les saisons sont légèrement décalées par rapport à notre calendrier, ou plutôt c'est notre calendrier qui s'est décalé de la réalité énergétique des saisons. Comme je vous le montrais sur ce petit dessin ici, en fait, les saisons sont centrées sur ces phénomènes astronomiques que sont les équinoxes et les solstices. C'est le milieu de la saison. Et en définitive, donc c'est le cœur énergétique de cette saison. Et donc, si on se met donc le centre de la saison au moment du phénomène énergétique, en l'occurrence ici, ça va être le solstice d'hiver, c'est le milieu de l'hiver, et bien la saison commence 1 mois et demi avant et se termine 1 mois et demi après. Donc, au niveau énergétique, l'hiver débute début novembre et va jusqu'à fin janvier, début février. Vous savez, ce nouvel an chinois, en définitive, les Chinois ne célèbrent pas la nouvelle année calendaire, ils célèbrent en définitive le retour du yang, le moment où le printemps refait surface. Donc cette énergie de l'hiver qu'on va travailler un petit peu maintenant, c'est vraiment une énergie de calme, de retour à l'intérieur de soi, d'involution. Voilà. L'énergie vient vraiment retrouver le centre en définitive du corps, on se régénère, on se repose, on retourne à l'intérieur de soi. L'élément qui est associé à l'énergétique chinoise, c'est l'élément de l'eau. Et l'attitude, c'est ce qu'on va commencer par faire à peu près tout de suite, c'est l'attitude donc d'être debout pour justement favoriser l'ancrage par les pieds dans le sol. C'est le moment où on retourne vraiment à la terre. Et cette attitude donc qui est typique de l'attitude de l'hiver, c'est l'attitude donc debout. Voilà, donc je vous invite maintenant, après mon petit blabla, à venir sur vos tapis de yoga et à vous installer donc debout sur votre tapis. Pour retrouver donc vos 2 pieds bien dans le sol et vous laissez porter par la voix de Bénédicte. Après avoir fait le yoga des oreilles, donc effectivement, comme vous l'a demandé Pascal ou suggéré, vous pouvez vous placer en bipédie au milieu de votre tapis et essayer de fermer la parenthèse effectivement sur tout ce qui a été dit, puisque l'objectif maintenant, c'est de venir vivre tout ça dans le corps. Alors, on a un petit moment à partager ensemble. Revenez peut-être rapidement à l'écoute du souffle. Je tenais à vous dire tout de suite que la magie du yoga de l'énergie, c'est de pouvoir utiliser ce qu'on appelle le regard intérieur. Nous n'allons donc pas vous montrer grand-chose avec Pascal. Vous allez surtout être guidé par nos voix qui vont s'alterner. Et du coup, si vous le souhaitez, si vous en avez l'habitude, vous pouvez pratiquer les yeux clos. Donc, placez en bipédie au milieu de votre tapis, plutôt pieds parallèles par les bords externes. Encore une fois, tout ce qu'on va vous proposer, ce sont des propositions. Donc, si ça ne vous convient pas, vous ajustez parce que vous savez ce qui est juste pour vous. Donc, dans
cette posture entre le ciel et la terre, hein, symboliquement comme un arbre à la rupture des eaux. Vous pouvez écouter votre souffle. Écoutez ce souffle qui effectivement est une inspiration, un temps de pause qui n'est pas un temps d'apnée, mais un temps qui existe et une expiration. Donc vérifiez que vous avez les genoux déverrouillés, pas de tension dans les jambes, ni dans les fesses, hein, la fesse est molle. Vérifiez que les épaules sont relâchées et que la tête est bien placée au bout de la colonne vertébrale. C'est vraiment comme un point sur le i, vous sentir droit. Dans cette posture, vous allez, avec ce regard intérieur, imaginer que vous dessinez le contour de votre plante de pied gauche et de votre plante de pied droit, histoire de vous ancrer à la terre. Parce qu'effectivement, revenir à la terre, cette involution dont parlait Pascal, c'est d'abord être ancré. Donc, prenez bien conscience de la plante du pied gauche qui est posée. Vous pouvez appuyer dans le sol, appuyer chacun des orteils du pied gauche et du pied droit. Appuyez vos talons pour sentir qu'effectivement, vous vous sentez fort et puissant parce que vous êtes soutenu par la terre. Et puis, tranquillement, vous allez choisir l'équilibre que vous pourriez prendre maintenant. Ça peut être un équilibre tout simple. Tout simplement basculer sur la plante de pied droit et soulever le pied gauche. Et placer le pied sur le bord externe du mollet ou passer en arbrisseau. Si vous voulez un challenge plus grand, vous pouvez prendre Garuda. Voilà. Vivez un équilibre. Et puis quand vous aurez vécu cet équilibre à gauche, vous y resterez un moment pour écouter le souffle, pour replacer l'écoute de la plante du pied droit dans le sol et vous débâtirez cet équilibre tranquillement. Quand vous aurez débattu, bien appuyé sur vos deux pieds, le poids du corps idéalement réparti entre le côté gauche et le côté droit, prenez un petit temps pour laisser infuser, intégrer vos sensations par rapport à ce que vous venez de vivre là, juste à l'instant, et de comparer les sensations à gauche et à droite peut-être, avant ensuite de vous laisser partir sur l'autre jambe pour vivre le même équilibre de l'autre côté. À l'écoute de votre souffle, bien tranquillement, l'équilibre que vous avez choisi de vivre, vous le vivez sur l'autre jambe avec la sensation donc de votre pied qui vous soutient, qui vous supporte, bien ancré dans la terre, qui repousse le sol et vous sentez que en même temps que vous repoussez le sol vous repousse aussi. Et vous pouvez sentir la fermeté qui monte de la terre dans votre jambe et qui vous permet de vous maintenir dans cet équilibre sans effort. Et lorsque vous estimerez que ça suffit de ce côté-là, soit que vous avez fait autant de ce côté que de l'autre, soit que votre corps vous dit tout simplement que c'est bon maintenant, eh bien vous pourrez revenir à nouveau sur vos deux pieds, vous pourrez débâtir cet équilibre, retrouver la position neutre entre le poids du corps à gauche et à droite, de manière à nouveau à intégrer les sensations, à observer les traces de la posture en vous et laisser un temps pour que vos bases de données sensorielles intègrent, enregistrent ce que votre corps a vécu. Profitez-en pour revenir dans l'observation de votre souffle par les narines. Est-ce qu'une narine est plus active que l'autre, par exemple? Ou bien est-ce que c'est équilibré? Vous pouvez peut-être aussi comparer la durée de l'inspiration avec la durée de l'expiration. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a une phase qui est plus longue que l'autre? Tout est bien, il s'agit juste de prendre conscience de ce qui est.
Et puis tranquillement, vous laisserez votre regard intérieur revenir dans vos pieds. Et pour venir sentir vos zones de contact des pieds avec la terre, vous allez laisser le poids de votre corps osciller vers l'avant et vers l'arrière. Vous laissez balancer tranquillement, comme si vous étiez un pendule, en laissant le poids du corps partir vers l'avant, vers l'arrière. Lorsque vous êtes vers l'avant, les talons se décollent très légèrement. Vous ne montez pas en équilibre sur les orteils, vous laissez juste le poids du corps vous entraîner un peu vers l'avant, de manière à ce que les talons se décollent peut-être de 2-3 mm. Et puis vous laissez le poids du corps revenir vers l'arrière, de manière à ce que les orteils peut-être se décollent très légèrement. Et ainsi de suite. Vous vous balancez comme ça, d'avant en arrière, en ayant une conscience aiguë du moment où vous êtes pile dans la verticalité. Voilà, laissez-vous aller, ces sensations de vos pieds qui s'étalent dans le tapis. Vous allez maintenant pouvoir venir synchroniser ce geste avec votre respiration. Lorsque l'inspiration vous sera donnée, vous laisserez votre corps donc partir vers l'avant. Vous arrivez au bout de votre mouvement en fin d'inspire, donc il faut vraiment ralentir le mouvement. Et lorsque l'expire survient, eh bien vous laissez le poids du corps repartir vers l'arrière pour arriver en appui sur les talons en fin d'expire. À vous donc de synchroniser votre gestuelle, de contrôler votre mouvement pour arriver en bout de course du mouvement, lorsque vos inspires et vos expires se terminent spontanément. Et si vous êtes à l'aise avec ce mouvement-là, on peut rajouter une petite couche supplémentaire. Un mouvement de bras. La prochaine fois que vous serez en fin d'expiration, le poids du corps sur les talons, vous aurez les deux bras qui sont étirés devant vous, les paumes de main jointes dans le prolongement de vos épaules, à l'horizontale. Et lorsque l'inspire vous sera donné et que le poids du corps repartira vers l'avant, eh bien vos bras, eux, s'écarteront en croix et s'ouvriront dans le prolongement de vos épaules. Vivez ce geste donc, bien sur le fil du souffle. Et puis tranquillement, lorsque vous sentirez que votre corps a eu son souffle et son content de ce mouvement-là, vous pourrez revenir vraiment dans la verticale, le poids du corps idéalement réparti entre l'avant et l'arrière. Revenus dans vos appuis, qui sont essentiels, c'est vrai pour nous, les runners, vous allez à nouveau observer le souffle comme si vous étiez sur la pointe du nez et observer le souffle dans la narine gauche et dans la narine droite. Juste un petit temps d'observation avant de monter dans la zone du bassin pour bien venir habiter effectivement ce carrefour énergétique. Donc, en continuant de presser, ou en tout cas d'être très conscient de vos appuis, n'oubliez pas le dernier, le petit orteil, hein, vous allez placer vos mains sur vos hanches, sur vos crêtes iliaques. Donc, les 4 doigts vers le pubis, vers l'avant, et le pouce vers l'arrière, vers la colonne vertébrale. Vous empaumez vraiment votre bassin, hein, comme si vous vouliez lui amener de la chaleur et venir sentir toute la profondeur, tout ce qui va se vivre sous vos mains. Donc, vérifiez bien que les genoux sont déverrouillés. Et tranquillement, en conscience, mettez en place une antéversion et une rétroversion. Dites simplement comme si vous cambriez et décambriez au niveau du bas du dos pour sentir donc que les fesses qui sont molles, hein, donc il n'y a pas de, n'utilisez pas vos muscles fessiers, laissez-vous basculer vers l'avant, vers l'arrière. Ce bassin, pour prendre une autre image, comme une bassine qui passerait vers l'avant,
quand vous poussez donc un peu les mains vers l'avant et qui revient vers l'arrière quand vous pressez vos doigts. Mettez en place et observez la souplesse et surtout l'amplitude que vous voulez mettre dans ce mouvement en restant bien ancré au sol. Vous êtes bien en place sur vos pieds. Et maintenant, le bassin, je répète, un carrefour énergétique pour nous les coureurs, se met en mouvement. Donc de l'avant vers l'arrière. Et à un moment, vous pourrez cesser pour vivre ce mouvement de gauche à droite, comme si avec votre main gauche, vous poussiez vos hanches vers la droite, puis avec votre main droite, vous poussiez vos hanches vers la gauche. Un peu comme une danse. Voilà, le regard intérieur vous permet, surtout si vous avez les yeux clos, de faire et de créer dans ce geste de la place, comme si vous libériez de l'espace à l'intérieur de ce bassin. Maintenant, vous allez coupler les 4 gestes. De l'avant vers le côté, vers l'arrière, l'autre côté. Vous connaissez peut-être le mouvement du cadran horaire au sol. Je vous invite à le vivre dans l'espace. Laissez votre bassin partir vers l'avant, vers la droite, vers l'arrière et vers la gauche. Pour mettre un peu de fun, c'est comme si vous vous dandiniez un peu, voilà. Et puis, partez dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse. Vraiment, on n'est pas tous ensemble. Faites-vous plaisir où que vous soyez chez vous, comme si vous dansiez. Et surtout, sentez bien le contact des mains sur les hanches. Donnez de la chaleur. Habitez votre corps. Et puis, tranquillement, vous allez laisser les bras retomber le long du buste. Et écoutez la douce voix de Pascal. Voilà, une fois que vous aurez donc terminé ce mouvement dans l'espace, comme vous l'a dit Bénédicte, dans tous les mouvements qu'on vous propose ce matin, en plus on n'est pas face à vous, on ne vous voit pas, donc laissez écouter ce mouvement qui vient de l'intérieur de votre corps en définitive. On vous propose une expérience, à vous ensuite d'adapter cette expérience à la réalité de ce que votre corps vous réclame ou a envie ou appelle ce matin. Donc voilà, après avoir vécu donc cette expérience-là, prenez à nouveau un petit temps donc pour intégrer les sensations, pour observer les traces que la posture laisse en vous. Et on va revivre ce mouvement un petit peu différemment. Vous pouvez placer les mains sur vos ailes iliaques, donc en haut des hanches, ou pas. C'est vraiment à votre guise, par rapport à vous, ce qui vous va bien pour votre ressenti. Et vous allez venir vivre donc à nouveau cette antéversion ou rétroversion du bassin, cette bascule du bassin qu'on a l'habitude de faire aussi sur le tapis, mais cette fois-ci debout, dans l'espace. À l'expiration, vous cherchez quelque part à allonger votre dos, vous ramenez le pubis vers votre nombril et vous sentez donc cet étirement au niveau des lombaires et ce qui se passe dans votre colonne vertébrale. Et à l'inspiration, au contraire, vous partez dans l'autre sens, comme si vous cherchiez à cambrer un petit peu. Et à nouveau, c'est le souffle qui donne le tempo au mouvement. Laissez vraiment votre souffle naturel, celui qui se fait sans que vous ayez rien à faire, justement. Celui qui est là, qui vous maintient en vie, laissez-le monter à la surface. Laissez-le être au premier plan de votre observation. Et venez caler le geste au second plan de votre conscience. Caler, synchroniser avec vos inspires et vos expires. Et pour celles et ceux qui sont à l'aise avec ça, et bien ensuite, vous pouvez prendre une autre attention, une autre partie de votre conscience qui, elle, vient bien attentive à ce qui se passe dans toute votre colonne vertébrale et dans tout votre dos lorsque le bassin se déplace dans un sens ou dans l'autre. Sentez cette ondulation qui se propage en vous, juste par ce mouvement du bassin. Et à nouveau, à un moment donné, vous diminuerez l'amplitude de ces oscillations du bassin pour venir vous installer dans une position neutre, naturelle, celle que votre corps vous réclame maintenant pour être bien dans votre verticalité, bien détendu, bien ancré dans le sol par vos pieds et bien érigé
sur votre colonne vertébrale qui s'appuie sur votre bassin pour s'élever vers le ciel. Donc, au risque d'être redondant, ce n'est pas parce que vous étiez dans votre bassin que vous avez perdu le contact avec la terre. Vous avez toujours une conscience des appuis au sol. Vous êtes toujours bien conscient de votre bassin et vous allez venir habiter la ceinture scapulaire. Pour ça, donc, les bras sont relâchés le long du corps. Pas de tension dans les doigts, ni dans les orteils des pieds. Et puis, vous allez tranquillement laisser vos épaules se hisser vers les oreilles. Voilà, l'épaule gauche et l'épaule droite montent vers les oreilles. La tête ne bouge pas. Et vous accompagnez la redescente. Donc, les épaules montent tranquillement. Et les épaules descendent presque plus lentement qu'elles ne sont montées. Je vous demande d'explorer l'expérience avec moi et en continuant ce geste, d'observer si naturellement votre souffle s'est calé sur le geste et dans quel sens. Est-ce que les épaules montent quand vous inspirez et vous accompagnez sur expiration les épaules qui descendent? Voilà, ça c'est votre expérience à vous. Et si ce n'était pas le cas, je vous invite maintenant à laisser l'inspiration se mettre en place et à faire en sorte que les épaules se hissent et accompagnent le souffle vers les oreilles. Laissez la vie à la suspension de souffle et accompagnez sur expiration la redescente des épaules. Observez que peut-être elles redescendent un peu plus bas, un peu plus près de la terre, parce que le souffle met de l'espace, crée de l'espace, parce que cette conscience que vous avez soudain dans cet espace-là fait son job. Laissez bien la vie à la suspension de souffle, qui n'est pas une apnée, mais elle existe. Comme vous l'a présenté tout à l'heure Pascal en théorie, il y a 4 temps dans une respiration. L'inspire, les épaules qui montent vers les oreilles, un temps de pause et une expiration, les épaules qui reviennent vers la terre. Ok. Maintenant, vous allez cesser ce mouvement et vous allez en conscience être acteur du mouvement d'épaule gauche qui monte vers l'oreille gauche et du mouvement d'épaule gauche toujours qui redescend. On va scinder la conscience. Vous allez travailler exclusivement sur inspire-expire à gauche. Et en même temps, je vous invite à observer les narines, particulièrement la narine gauche. Continuez le geste. Les yeux clos sera probablement plus simple. Et quand vous aurez fait cette expérience à gauche, vous laisserez un cycle respiratoire pour laisser le corps effectivement observer les traces de ce petit geste. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous travaillerez sur votre côté droit. À l'inspiration, c'est l'épaule droite qui montera vers l'oreille. Petite pause. Et à l'expiration, vous accompagnez. Vous êtes tout le temps acteur sur le tempo du souffle. Et enfin, quand vous aurez vécu cette expérience à gauche et à droite, vous pourrez observer comment vous habitez maintenant la ceinture scapulaire, comment est-ce que vous êtes dans votre bassin et comment vous êtes dans vos plantes de pied, pour revenir en conscience, observer, écouter votre respiration. Certes, au niveau du nez, des narines, est-ce qu'il y a une narine qui est plus active que l'autre? Est-ce que ça a changé par rapport à tout à l'heure, quand Pascal vous a posé la question? Mais surtout, comment est-ce que ça respire dans votre ventre? Vous savez, entre pubis et nombril, dans ce premier étage de la respiration, comment est-ce que ça se vit? Parce qu'il n'y a rien à faire qu'à écouter, qu'à observer. Le souffle, il est gratuit, c'est cadeau.
c'est juste lui laisser de la place. Donc observez dans le ventre et observez maintenant dans la cage thoracique. Si vous avez besoin de faire glisser les mains pour mieux sentir ce souffle qui vous envahit, n'hésitez pas à faire glisser les mains sur les côtes ou sur les flancs. Et venez observer maintenant le deuxième étage de la respiration. Les côtes qui s'expansent à chaque fois que l'inspiration se fait. Ce n'est pas vous qui décidez. Ça se fait. Par contre, votre job, c'est d'accueillir l'inspire et de laisser l'expiration se faire. Et vous savez que pour bien remplir, il faut bien vider. Donc, laissez l'expiration se faire. Et enfin, le troisième étage de la respiration, un peu plus subtil, c'est au niveau des clavicules. Donc, pareil, vous pouvez poser les mains ou pas. Sentez le souffle qui monte au-dessus de la poitrine, qui vient peut-être comme cogner au niveau des clavicules. Sentez dans ce troisième étage l'inspire et l'expire. Vous pouvez presque le sentir dans les omoplates, dans le dos. Voilà, encore une fois, le souffle crée de l'espace. C'est pour ça que le souffle libère. Il suffit juste de se mettre à l'écoute parce que ça respire. Ça se fait tout seul. Et après avoir détaillé donc chaque étage de la respiration, vous allez pouvoir venir observer votre respiration dans sa globalité et dans ce qui se joue en vous, dans votre état général. Après cette séquence depuis le début où on a beaucoup travaillé donc à revenir en conscience avec le fil du souffle, on va maintenant aborder quelque chose donc, qui est très important pour nous, un des points clés vraiment dans notre méthode de yoga pour les coureurs, c'est la différence entre le moment où on est actif et le moment où on est passif et qui permet d'économiser de l'énergie, ce qui est vraiment important ensuite en course à pied, de ne mobiliser que l'effort nécessaire pour avancer. On va refaire le même geste, mais cette fois-ci, on va bien sentir un moment où vous êtes actif, donc qui va être une phase yang, et un moment où vous allez être passif, une phase yin. Reprenez le même mouvement que vous allez faire, Bénédicte. À l'inspiration, vous haussez l'épaule gauche vers l'oreille gauche, vous la hissez, et à l'expiration, donc vous la redescendez tranquillement sur le fil du souffle, et vous sentez que là, vous êtes acteur, donc vous devez mobiliser des muscles aussi bien lorsque vous élevez l'épaule que lorsque vous la rabaissez pour contrôler le mouvement. Et la prochaine fois que vous aurez hissé votre épaule sur une inspiration, eh bien vous la laisserez retomber en fin d'expiration, comme si elle tombait, abandonnez la gravité et laissez effectivement une expiration un peu plus brève se faire toute seule. Et puis vous reprenez une inspiration, vous laissez l'épaule gauche se hisser en direction de l'oreille et à nouveau vous la laissez retomber à la fin de l'inspiration lorsque vous êtes arrivé au bout du mouvement et vous sentez effectivement que vous n'avez rien à faire pour que l'épaule retourne en direction du sol. Continuez encore 2 ou 3 fois pour bien sentir la phase où vous êtes actif, où vous mobilisez des muscles et dépensez entre guillemets donc de l'énergie pour hisser l'épaule, et le moment où vous êtes au contraire passif sur une expiration. Sentez également la différence d'ambiance à l'intérieur de votre corps, de votre épaule gauche. Et la prochaine fois que vous aurez laissé l'épaule retourner vers le sol, vous pourrez cesser, prendre un petit temps sur 1 ou 2 cycles respiratoires pour comparer les sensations dans l'épaule gauche et dans l'épaule droite, avant de recommencer avec l'épaule droite. Donc vous faites d'abord 2 ou 3 fois une inspire active et une expire active. Vous contrôlez la redescente de l'épaule sur l'expiration pour bien rappeler à votre corps ce qui se passe. Avant à nouveau de laisser l'inspiration hisser l'épaule et à l'expiration, hop, vous abandonnez votre épaule à la gravité et elle retourne en direction du sol. Et observez aussi comme ça modifie votre phase expiratoire. Vivez donc cet exercice de l'autre côté, bien en conscience, à la fois donc du mouvement que vous mettez en place, de votre respiration, mais aussi donc de l'ambiance intérieure et de la différence d'ambiance qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous entre l'inspiration et l'expiration.
Et ensuite, vous activerez votre ressenti temporel. Et lorsque vous aurez la sensation d'avoir travaillé autant le côté droit que le côté gauche, eh bien, vous pourrez cesser pour revenir effectivement les bras le long du corps, tous les deux abandonnés à la gravité, les pieds bien dans le sol, retrouvez votre verticalité, replacez votre bassin de manière à être confortable. Et à nouveau, prenez un petit temps donc pour intégrer, pour observer les ressentis après cet exercice. Et on va ensuite pouvoir se remettre un peu plus en mouvement, de moments un peu plus physiques après ça. Voilà, donc revenez en conscience habiter les pieds, donc pressez le sol avec les plantes de pied, vérifiez que les genoux sont déverrouillés. Revenez habiter le bassin par un petit geste si c'est nécessaire. Et la ceinture scapulaire, je pense elle est bien habitée maintenant. Vous allez placer Chin Mudra, pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement relier la pointe du pouce et de l'index pour former un petit cercle. Et puis, vous allez pouvoir effectuer ce que j'appelle le mouvement de Mansour, qui est un des gourous que j'ai eu en Inde et qui appelle ça le nettoyage de la colonne vertébrale. Vous allez donc hisser alternativement l'épaule gauche, l'épaule droite vers l'oreille, en laissant vos mains, vos bras glisser le long du buste. Et ce qui est amusant dans ce petit geste, donc le geste de Mansour, c'est de varier l'intensité, de varier la cadence et d'observer l'ambiance que génère cette gestuelle. Donc vous pouvez le faire très très vite et puis ralentir et puis recommencer. Je vous invite à vérifier que la mâchoire est bien détendue, qu'il n'y ait pas de crispation, que les dents du haut ne soient pas collées sur les dents du bas pour ne pas générer un mouvement parasite, ce serait dommage. Ne serrez pas les dents. Et surtout, si le bassin a envie de bouger, laissez-le bouger. Si vous sentez que vous vous déplacez d'une plante de pied à l'autre, laissez faire. Et puis, comme un flash maintenant, vous allez tous cesser et laisser vos paumes de main s'ouvrir avec des doigts relâchés, une ceinture scapulaire détendue, pour observer. Être juste dans un moment d'accueil. Il y a eu de la vitesse, il y a eu de l'intensité, peut-être que le cœur a battu un peu plus vite. Venez rapidement dans un état de pause et d'observation. Peut-être des sensations au niveau des paumes de main, peut-être pas. Tout est bien de toute façon. Le yoga, c'est aussi fun, c'est aussi des explorations. J'aime bien, oui, rajouter. Le yoga, il y a beaucoup de joie dedans, donc n'oubliez pas de placer l'ébauche d'un sourire, ça illumine tout de suite le visage, c'est plus agréable pour soi et encore pour les autres d'ailleurs. Donc vous allez pouvoir remettre en place ce mouvement. Observez que vous massez vos cuisses avec ce geste. Donc remettez en place le mouvement de Mansour. Et là, placez votre attention, votre regard intérieur un petit peu plus dans le dos. Qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce que ça génère peut-être dans le dos, au niveau de la colonne vertébrale? Et n'hésitez pas à ouvrir la bouche et à expirer par la bouche. L'épaule gauche et l'épaule droite montent donc bien vers les oreilles alternativement. En fait, à nouveau, c'est comme si vous vous dandiniez. Ce n'est pas le bassin, mais c'est l'épaule. J'espère que vous avez bien compris la gestuelle. En tout cas, ça génère beaucoup de chaleur. Ça peut réchauffer quand on est à l'extérieur. Et donc, la mudra permet de garder une connexion énergétique en fermeture. Vous gardez cette énergie qui circule en vous. Vous pourrez cesser comme tout à l'heure et laisser un petit temps d'intégration et surtout d'observation dans les paumes de main.
Et donc, une troisième fois, je répète peut-être pour ceux qui n'auraient pas compris, les bras restent mous, mais le long du corps vont monter alternativement, donc épaules vers oreilles, comme si vous glissiez le long du buste, comme si vos mains allaient vers la terre et que les épaules allaient vers le ciel. Donc, toujours avec la mudra. Pour nous, les runners, ça prépare bien le mouvement de course en plus. Donc, à nouveau, essayez de mettre un petit peu plus de vitesse pour réchauffer. Donc, Chin Mudra au niveau des mains. Et à nouveau, alternativement, épaule gauche, épaule droite. Et le mouvement se met en place. S'il y a besoin d'expirer, ou ceux qui connaissent la respiration Ujjayi, c'est aussi une respiration qui peut être prise quand vous faites ce mouvement de nettoyage de colonne vertébrale ou vibration énergétique. Voilà. Quand vous aurez fini le mouvement, vous pourrez à nouveau vous mettre à l'écoute des sensations et dans les paumes de main et au niveau des narines pour la respiration. Faire un scan, un body scan rapide depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Alors en effet, après avoir vécu ce geste qui est vraiment très intéressant à plusieurs niveaux, au niveau du schéma corporel, ça permet déjà de bien dissocier le contrôle entre l'épaule gauche et l'épaule droite. Donc déjà, on intègre pas mal de choses à ce niveau-là. Et ensuite, le fait de mettre plus ou moins de vitesse, mais plus on met de vitesse, effectivement, et plus on a une sorte de vibration qui se répand le long donc, de la colonne vertébrale dans les muscles paravertébraux et qui vient donc à la fois masser, mais aussi nettoyer tous les canaux qui sont à cet endroit-là et qui permettent ensuite d'avoir une approche énergétique qui est vraiment intéressante. Donc, les ressentis de la colonne vertébrale et puis dans les bras jusqu'au bout des mains. Après cet exercice, qu'on n'hésite pas vraiment à faire durer un temps assez long. Quand on le vivait en Inde, effectivement, de temps en temps, on se disait mais ça va s'arrêter bientôt. Et voilà, bon, c'était à l'indienne. Là, c'est juste pour vous remettre un peu dans le mouvement et vous faire découvrir un petit peu une approche un peu différente. On va revenir aussi donc à nouveau sur des mouvements actifs, passifs, cette fois-ci en mettant un peu plus d'amplitude avec le mouvement des bras. Retrouvez donc votre verticalité, les pieds bien ancrés dans le sol, le bassin dans une attitude neutre qui vous permet effectivement d'être confortable et que la colonne vertébrale puisse s'ériger dessus et vous dresser vers le ciel. Et une fois que vous êtes installé là-dedans, laissez remonter au premier plan de votre conscience votre souffle naturel. Prenez conscience des inspires et des expires qui se font toutes seules, sans que vous n'ayez rien à faire. Et la prochaine fois qu'une inspiration vous est donnée, vous allez laisser votre bras gauche partir vers l'avant, décrire un demi-cercle pour arriver dans la verticale en fin d'inspiration. Et lorsque l'expire vous sera donné, vous continuez le mouvement et à l'arrière de vous, le bras redescend pour arriver au niveau donc de votre cuisse en fin d'expiration. Et vous reprenez. Sur la durée de vos inspires et de vos expires, vous laissez le geste donc du bras gauche décrire un cercle complet, demi-cercle montant sur inspiration et demi-cercle descendant sur expiration. Sans effort, le plus simplement possible, et à nouveau, veillez à ce que le geste se pose sur le souffle et que non pas le souffle s'interrompe parce que vous êtes arrivé au bout de votre geste. Ça n'a l'air de rien, c'est facile à comprendre, mais ce n'est pas si simple que ça à mettre en place au niveau corporel. À chaque fois que vous arrivez en haut de votre cercle, demandez-vous si vous avez cessé d'inspirer parce que votre mouvement s'est arrêté, ou bien au contraire, votre mouvement est arrivé en haut parce que vous étiez au bout de l'inspiration. De la même manière avec l'expiration. Et là, à nouveau, vous sentez bien que vous êtes actif à l'inspiration et également actif à l'expiration. Vous retenez votre bras. Sentez ce que ça engage au niveau de votre ceinture scapulaire comme effort donc, pour retenir le bras. Et pour ceux d'entre vous qui ont les ressentis plus fins, observez en même temps ce qui se passe aussi au niveau peut-être de votre dos, de votre bassin, de vos jambes, peut-être une modification des points d'appui en fonction des différentes positions de la main dans l'espace. Voilà. Et puis la prochaine fois que vous serez en haut,
eh bien, vous ne retiendrez pas le bras, vous le laisserez redescendre dans ce demi-cercle vers l'arrière pour revenir en bas. Et vous reprendrez, vous élevez le bras sur inspiration, et lorsqu'il est arrivé en haut, vous laissez le bras retomber. Vous l'abandonnez à la gravité. Et vous reprenez, ainsi de suite, pour observer à nouveau ce qui se passe en vous, cette différence d'ambiance entre le moment où vous êtes actif et le moment où vous êtes passif. Et la prochaine fois que vous aurez le bras qui sera en bas, vous changerez de sens. À l'inspiration, vous laisserez le bras partir vers l'arrière, demi-cercle ascendant. Et à l'expiration, vous laisserez retomber vers l'avant pour revenir dans la position de départ. Donc, vous vivez cette gestuelle 4 ou 5 fois. Et ensuite, vous allez enchaîner. C'est-à-dire que lorsque le bras redescend, vous profitez de l'élan du bras pour le hisser et le ramener à la verticale sur l'inspiration suivante. Donc, vous faites des cercles et vous continuez. Profitez de l'élan du bras. Laissez le bras remonter au maximum emporté par l'inertie. Et ensuite, vous complétez, vous, par un geste actif pour le ramener à la verticale. Et à nouveau, vous le laissez retomber. Voilà. Et observez dans votre corps donc cette ambiance intérieure entre le moment où vous êtes actif et que vous finissez de hisser le bras à la verticale et le moment où vous êtes au contraire passif et où le bras est abandonné. Le geste se fait quand même, mais vous faites moins d'efforts. Et puis vous pourrez cesser pour ce côté-là, prendre 1 ou 2 cycles respiratoires pour observer les sensations dans votre corps, dans votre demi-corps gauche et dans le demi-corps droit, et puis reprendre du côté droit en synchronisant d'abord le geste sur la respiration. À l'inspiration, le bras droit s'élève en direction de la verticale. Et toute la durée de l'expiration, vous contrôlez la descente du bras pour l'amener à nouveau à la verticale vers le bas en fin d'expiration. Et vous reprenez. Donc dans un premier temps, actif à la montée, actif à la descente. Vous contrôlez la montée, vous contrôlez la descente, vous synchronisez votre exécution, votre vitesse d'exécution sur la réalité de votre respiration, histoire de bien sentir, de bien entrer en conscience dans votre épaule droite. Et puis la prochaine fois que vous serez arrivé à la verticale, eh bien, à l'expiration, vous laisserez votre bras retomber. Et cette fois-ci, l'expire se fait peut-être un peu plus rapidement. Et le bras retombe. Et à l'inspiration, à nouveau, le bras s'élève dans le contrôle. Et vous reprenez donc cette différence entre le moment où vous élevez actif et le moment où vous redescendez, vous êtes passif. Vous êtes abandonné dans le mouvement. Votre corps connaît un peu la chanson maintenant. Donc en général, sur le deuxième côté, on peut toujours aller un peu plus vite, y passer un petit peu moins de temps, puisque le corps a déjà intégré un certain nombre de choses, il sait déjà vers quoi il doit aller. Et donc là, vous allez pouvoir maintenant enchaîner des cercles avec votre bras. Lorsqu'il retombe, eh bien, l'élan du bras l'emmène à peu près jusqu'à l'horizontale et ensuite vous ramenez le bras volontairement jusqu'à la verticale pour le laisser retomber. Et laissez vraiment votre bras emporté par l'élan au maximum et ensuite, hop, avec votre conscience, vous ramenez le bras jusqu'à la verticale. Vous allez pouvoir vivre ce geste dans ce sens. Et la prochaine fois que votre bras sera en bas, eh bien, vous laissez le geste se faire dans l'autre sens cette fois-ci. À l'élévation, vous partez vers l'arrière. Voilà, et vous faites des cercles comme ça, sans discontinuer, en sentant en définitive que ça vous demande beaucoup moins d'effort de ramener le bras à la verticale, puisqu'il est emporté.
Je profite du petit temps de pause, pas tout à fait volontaire, de Pascal, pour qu'on se connecte à Éliane Claire Tiercelin, que peut-être certains parmi vous connaissent, puisque vous êtes en train de vivre le moulin que nous avons appris et expérimenté, exploré avec Éliane Claire, encore récemment avec beaucoup de plaisir. Et effectivement, le plus fun dans cet exercice arrive maintenant, puisque à l'inspiration, vous allez laisser les 2 bras partir en direction du ciel. Et à l'expiration, on va choisir de laisser le bras gauche partir vers l'avant et le bras droit vers l'arrière. Et vous faites des cercles dans ce sens-là et vous enchaînez les mouvements. Donc les 2 bras tournent dans des sens opposés. Si le bras gauche part vers l'avant, il va remonter vers l'arrière, tandis que le bras droit va partir vers l'arrière et remonter vers l'avant. Tout simplement. Et comme le dit souvent Roger Clair, ce qui est simple n'est pas forcément facile. Mais comme là où va la pensée va l'énergie, ça se fait. Hein. Tout va bien. Bon courage. Voilà. Ce qui compte, effectivement, c'est de sentir que c'est l'élan qui emporte vos bras. Il suffit de débrancher le mental et de laisser le corps faire. Il l'a compris depuis que vous travaillez l'exercice. Vous pourrez cesser pour venir tourner dans l'autre sens. Donc, vous pouvez soit partir d'en haut, comme on vient de le faire, soit partir d'en bas, à votre guise, ce qui vous correspond le mieux. Donc, si vous partez d'en haut, cette fois-ci, c'est le bras droit qui tournera et qui tombera vers l'avant, et le bras gauche lui tombera vers l'arrière. Et pour ceux qui se prennent trop la tête, ne vous prenez pas la tête, hein. C'est pas grave. Faites ce que vous pouvez. Tout est bien. C'est un exercice qui est intéressant pour ça, justement, à la fois pour la dissociation donc d'un côté du corps et de l'autre, au niveau du schéma corporel, et aussi donc pour cette dimension énergétique, en définitive, de sentir que le mouvement il se fait avec le moins d'efforts possible. Voilà, c'est vraiment posé, emporté par l'élan que les bras tournent. Et puis, tranquillement, vous pourrez cesser, retrouver votre verticalité, les pieds bien ancrés dans le sol, bien à plat dans le tapis, la position du bassin qui vous correspond là maintenant pour être confortablement installé et pour que la colonne vertébrale puisse s'appuyer sur la dalle que constitue le bassin pour pouvoir s'ériger bien dans votre verticalité, que la tête parte en direction du ciel et les bras tombent de part et d'autre du corps. Et vous prenez ce temps donc pour venir observer ce qui a été vécu dans cet exercice en faisant un tour d'horizon de votre corps, à la fois dans sa dimension corporelle, certes, au niveau peut-être musculaire, au niveau des sensations physiques, au niveau de votre respiration, mais peut-être aussi au niveau de votre paysage émotionnel. Est-ce qu'une ou plusieurs émotions sont présentes là maintenant, ou bien au contraire, est-ce que c'est calme? Et également aussi au niveau du paysage du mental. Est-ce que votre mental est traversé par une ou plusieurs pensées, ou bien au contraire, est-ce qu'il est silencieux? Juste un petit temps d'observation, d'intégration de ce qui est là maintenant. Et de retour dans les plantes de pied, bien ancrées entre la terre et le ciel. Revérifiez peut-être que les pieds soient bien écartés, largeur de hanche pour être stable, parallèle entre eux par les bords externes pour venir explorer à nouveau et revivre le même équilibre que celui que vous avez vécu en début de séance. Pourquoi? Donc, prenez un moment avant de démarrer pour comparer. On parlait d'ambiance tout à l'heure avec Pascal. Quelle ambiance là maintenant, bon, dans la pièce bien sûr dans laquelle vous êtes, mais aussi quelle ambiance à l'intérieur de vous. Du coup, comment est-ce que vous allez construire et bâtir cet équilibre? Donc, déplacement sur la plante du pied droit pour vivre l'équilibre dans le côté gauche. Mettez en place tranquillement
utilisez le souffle. À chaque fois que vous inspirez, que vous expirez, soyez conscient de ce qui se passe et surtout, prenez appui à la terre, c'est elle qui vous envoie l'énergie dans la plante du pied droit. Déverrouillez peut-être un peu le genou, puis étirez la jambe, érigez-vous. Voilà, vraiment comme un arbrisseau, un arbre ou un garouda, ou peu importe, un troisième préliminaire, un équilibre de Roger Clair, peu importe l'équilibre, mais soyez bien placé entre les énergies de la terre et du ciel et conscient du souffle. Mettez-vous un instant sur la pointe du nez pour observer la narine gauche, la narine droite. L'inspire et l'expire et les temps de pause, de suspension, poumon vide, poumon plein. Quelle ambiance? Comment est-ce que vous vous sentez dans cet équilibre là maintenant et peut-être par rapport à tout à l'heure? Vous débâtirez tranquillement votre équilibre pour revenir en appui sur les deux plantes de pied. Et une fois que vous êtes de nouveau dans la position donc neutre, en appui sur vos deux pieds, petit temps d'observation des sensations à gauche, à droite, et petit temps aussi d'observation de cet équilibre, comme vous l'avez vécu, par rapport au début de la séance. Est-ce que quelque chose a changé ou pas? Tout est bien. Il s'agit juste d'en prendre conscience, tout simplement. Et tranquillement, vous laisserez le poids du corps basculer sur l'autre jambe pour venir vous installer dans l'équilibre de l'autre côté. Cherchez la fermeté, le pied donc qui s'appuie dans le sol et qui repousse le sol, et en même temps le sol qui vous repousse et qui vous maintient dans votre verticalité, dans votre rectitude. Et essayez de trouver donc, avec cette fermeté, le relâchement dans toutes les zones qui peuvent être relâchées. Essayez de mettre en place le minimum d'efforts possible pour vivre cette posture et non pas la tenir. Installez-vous dans la posture, tranquillement. Peut-être vous pouvez détendre un peu les épaules, les fessiers, le dos, le quadriceps. Essayez vraiment de venir trouver cette tranquillité intérieure, cette ambiance intérieure de relâchement, en étant malgré tout fermement installé. Présent à la fois à la qualité de votre posture, mais également aussi à votre monde intérieur. Et lorsque vous aurez la sensation d'être resté de ce côté autant que de l'autre, ou simplement lorsque votre corps vous dira que ça suffit, eh bien vous pourrez revenir au sol, débâtir cet équilibre pour revenir dans votre verticalité, les deux pieds dans le tapis, dans cette attitude typique donc de l'énergie de l'hiver, ancrée à la terre, attitude debout. Pour à nouveau prendre ce petit temps d'intégration et de comparaison des sensations à gauche, à droite, d'observation de la respiration. Et on va venir conclure cette séance par un temps donc de concentration, bien replié sur soi-même, dans cette énergie vraiment d'involution très hivernale. Vous allez tranquillement vous enrouler sur vous-même dans la lenteur en commençant par la tête, comme si le menton commençait vraiment à vouloir se rapprocher de votre sternum, de votre cou. C'est d'abord la nuque qui s'enroule tout doucement, tout tranquillement, tout lentement. Et puis une fois que la nuque est arrivée au maximum d'enroulement, ce sont les épaules qui commencent à descendre en direction du sol. Les bras sont ballants, vraiment les bras sont mis dans la verticale. Et puis ensuite, vous sentez que ce sont les bras qui attirent le milieu de votre dos.
Gardez les jambes tendues pour l'instant. Vous vous arrêtez où vous vous arrêtez, peu importe. Mais les jambes tendues. Installez-vous dans une position d'inconfort confortable. N'allez pas jusqu'au seuil de la douleur. Revenez. Je parle là effectivement pour les gens qui ne sont pas forcément très souples. Pour les personnes qui sont souples, il n'y aura pas de problème. Donc je vais plutôt parler pour ceux pour qui il va y avoir un espace d'inconfort. Moi le premier. Voilà, installez-vous dans cette zone qui est inconfortable. N'arrivez pas au seuil de la douleur. Restez un petit peu en deçà. Et où que soit cette zone, au milieu du dos, à l'arrière des creux poplités, dans les jambes, dans les fessiers, peu importe, venez identifier la zone qui est inconfortable en vous là maintenant. Et sur chacune de vos expirations, imaginez que dans cette zone, vous expirez, vous mettez de l'espace, de la paix, de la tranquillité, de l'ampleur, de la chaleur, de la lumière, ce qui fait sens pour vous. De manière en fait à ce que cet inconfort devienne de plus en plus confortable. Il ne va pas s'agir, lorsqu'on va vouloir gagner, de tirer sur les fibres, mais au contraire, de faire de l'espace, de créer les conditions pour qu'elles aient spontanément la place de s'expanser d'elles-mêmes, grâce au souffle, grâce à la respiration. On vient négocier avec son corps avec bienveillance, Ahimsa, premier des yamas, de manière justement à ce que ça s'installe tranquillement. Voilà, et puis à la faveur de la prochaine expiration, là vous pourrez plier les genoux, mettre les mains au sol, venir vous accroupir, poser les genoux au sol et puis venir vous installer dans la posture de la feuille pliée. Les coups de pied au sol, les fessiers sur les talons, le front au sol si c'est possible. Et vous pouvez poser les bras de part et d'autre de vos cuisses ou vous pouvez les glisser à l'intérieur de vos genoux, le front appuyé sur vos avant-bras ou sur la paume de vos mains. Dans cette attitude que Roger Clair appelle dans ses bouquins la prière musulmane. Installez-vous dans la position qui vous va bien, de manière à revenir vraiment vers votre centre. Sentez sur vos inspires et vos expires votre abdomen qui presse contre vos cuisses, qui s'expanse et qui se rétracte. Revenez vraiment dans votre énergie la plus profonde, la plus intime, votre énergie vitale. Repliez-vous sur vous-même, à tous les sens du terme, pour revenir connecter avec votre nature profonde, avec cette sensation de la vie qui palpite en vous sur chacun de ces mouvements d'expansion et de rétraction qui vous sont donnés par le souffle. Voilà, bien conscient de la respiration. C'est comme si on avait, pendant une petite heure, joué ensemble une partition, la partition du souffle. Et les corps sont prêts, un peu comme des instruments de musique. Bien ancrés à la terre, on peut maintenant venir à la terre et se rapprocher de la terre. Et vous allez profiter de la posture de Balasana pour écouter à nouveau, pour clôturer cette séance, les 3 étages de la respiration. Donc, je vous propose de mettre un petit coussin sous le front, de quitter la prière musulmane pour ceux qui auraient pris cette posture et de laisser les bras s'ouvrir en croix. Donc, vous avez le front au sol, peut-être sur une brique ou un coussin, et les bras s'éloignent du buste. Les bras sont en croix, mais vous avez les paumes de main tournées vers la terre. Donc, vous avez de l'espace, vous créez de la place physiquement au niveau des aisselles. Un peu comme des ailes d'oiseau qui s'écartent, pour bien sentir à chaque fois que vous allez inspirer et expirer ce qui se passe dans votre ventre, dans la cage thoracique
Et surtout, je reviens, on est des running yogis, dans ce 3e étage qui est hyper important pour nous, au niveau des clavicules. Utilisez tout cet espace, donc laissez la liberté au diaphragme de faire le job. Donc, ouvrez vos ailes, j'allais dire. Voilà, ouvrez vos bras et observez le souffle. Je vous propose maintenant d'explorer un petit exercice. Vous avez donc les paumes de main tournées vers le sol. C'est l'expiration. Et vous allez alterner vos inspirations et vos expirations en pivotant les paumes de main vers le sol, puis vers le ciel. Je vous laisse explorer à votre guise en laissant bien la place à la suspension de souffle poumon plein et à la suspension de souffle poumon vide. Le mouvement des poignets est très léger, très subtil. Si c'est douloureux, si vous n'arrivez pas à faire pivoter les mains complètement, ajustez et créez votre propre mouvement. Le tout, c'est de venir sentir ce qui se passe dans la cage thoracique à chaque fois que vous inspirez, que vous expirez, dans cette posture que vous connaissez probablement très très bien, Balasana, vécue différemment. En étant donc présent, comme vous le disiez Pascal tout à l'heure, à cette qualité posturale, à la qualité de l'ambiance que vous avez créée, la qualité de présence à la posture, comme dirait Liane Claire. Voilà, soyez présent. Observez ce qui se passe. Encore une fois, le souffle, c'est cadeau. Accueillez-le. Faites vibrer les cordes. Soyez comme un instrument de musique, confortablement installé au niveau de coups de pied. N'hésitez pas à mettre des coussins si ça tire, un coussin entre les fesses et les mollets. Et surtout, le front supporté par un coussin. Et observez dans cette posture d'humilité vers la terre, recroquevillé vers la terre, mais les bras ouverts pour laisser le souffle s'installer, vivre. Même si nous sommes chacun dans nos salles, nous sommes connectés par ce souffle, j'allais dire divin, qui nous donne la vie. Voilà, observez, watch the breath, vraiment observez ça. Vous pourrez cesser le mouvement de main, le mouvement donc de pivoter les poignets et placer vos mains là où vous en avez envie. Revenir peut-être dans la posture de la prière musulmane ou de la feuille pliée, de Balasana, quels que soient les noms. Peu importe après tout, ce ne sont que des noms. Trouvez la posture qui vous va bien là maintenant pour commencer à clôturer la posture et à observer, comme vous invitez Pascal à le faire tout à l'heure, ce qui se passe, certes, ce que vous ressentez, certes, sur le plan physique. Qu'est-ce que vous avez vécu dans le corps? Quelles traces ont laissé toutes ces postures, ces respirations en vous? Mais aussi émotionnellement, est-ce qu'il y a quelque chose qui monte et vous l'accueillez sans juger? Et pareil, la télévision intérieure, cet écran frontal, ce mental parfois bavard, qu'est-ce qu'il vous raconte? Est-ce qu'il est plutôt silencieux ou pas? Et encore une fois, tout est bien, c'est juste prendre conscience de ce qui est, de faire acte, parce que c'est ça aussi l'exploration du yoga. Je vais vous demander de visualiser peut-être le chemin. Voilà, avant de faire quoi que ce soit, visualisez le chemin que vous allez prendre pour quitter cette posture ramassée vers la terre pour repasser en bipédie, pour prendre soin de vous, ahimsa, comme le disait Pascal. Et puis quand vous êtes prêt, venez vous remettre au milieu des tapis, entre le ciel et la terre, entre les énergies du ciel et de la terre.
bien stable sur vos 2 plantes de pied. Et encore une fois, soyez dans l'accueil. Ne laissez pas le mental commencer à bavarder, ou en tout cas n'allez pas bavarder avec lui. Accueillez ce qui est. Prenez et observez le souffle. Et une fois que vous êtes revenu dans votre position donc, de bipédie, on va pouvoir venir remettre un petit peu d'ancrage à la matière et de remettre un petit peu de tonus avec la posture debout. Soit Tadasana, soit Samastiti, ce qui vous appelle là maintenant. Donc, vous pouvez soit garder les pieds joints, soit vous gardez les pieds écart-bassin, ce qui est le plus agréable, confortable, ce qui est le plus propice, on va dire, pour vous maintenant. Et à partir de là, donc, vous allez pouvoir, sur une expiration, presser vos 2 pieds en direction du sol avec douceur et bienveillance, mais avec fermeté. Cependant, vous pressez les pieds dans le sol et vous sentez la réaction du sol sous vos pieds. Vous sentez la fermeté du sol qui remonte dans vos jambes, qui vient gagner votre bassin. Vous pouvez activer votre périnée, comme si vous reteniez une envie d'uriner. Peut-être mettre en place une très légère rétroversion du bassin, ou pas. Et sentir votre colonne vertébrale qui, elle, s'érige dans la verticale. Étirez, étirez, étirez la colonne vertébrale. Tirez la tête en direction du ciel. Ramenez le menton légèrement vers le cou, sans arrondir la nuque, au contraire en allongeant la nuque pour sentir ce grand étirement de la colonne vertébrale et laisser ce mouvement où vous vous érigez en direction du ciel se prolonger au-delà de votre corps, en direction de la verticale, et en même temps, vous sentez que vos épaules, elles, tirent vers le bas, elles descendent, elles glissent en direction du sol, et vos bras aussi s'allongent en direction du sol. Les mains sont légèrement écartées du buste, comme si vous aviez des petits coussins d'air sous les aisselles. Les doigts sont étirés mais pas crispés, en contact les uns avec les autres. Et vous avez ces 2 mouvements opposés, la tête et la colonne vertébrale et tout votre corps qui s'étire vers le ciel, et les épaules et les bras qui, eux, au contraire, s'étirent vers le bas. Et les pieds qui poussent en direction du sol, en direction du centre de la terre. Voilà, ressentez effectivement toute cette fermeté, tout ce tonus qui s'installe à vous, cet allongement intérieur que vous pouvez vivre. Et puis tranquillement, vous pourrez laisser au niveau de votre conscience ces 2 mouvements se prolonger à l'infini vers le ciel et à l'infini vers le centre de la terre. Et vous ramenez votre conscience vers votre ventre, vers votre abdomen, pour revenir dans cette respiration abdominale, de sentir cet abdomen qui s'expanse et qui se rétracte sur chacun de ces mouvements de contraction et de relâchement, de yin et de yang qui vous sont donnés par ce mouvement de la vie et qui sont portés par votre souffle. Et pour se remettre dans le mouvement, maintenant que vous avez cette posture de fermeté, vous allez pouvoir frotter vos paumes de main l'une contre l'autre pour générer beaucoup de chaleur. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que on va faire ce mouvement 3 fois. Donc, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, on tape dans les mains et c'est la main gauche qui part vers le ciel. 2e fois, ce sera la main droite. Et 3e fois, ce sera la main gauche. Donc, à 3, la main gauche part vers le ciel. 1, 2, 3. On reprend pour bien générer, bien chauffer toute cette énergie qu'on a travaillée tous ensemble, même à distance. 1, 2, 3, c'est la droite qui part vers le ciel. Et pour clôturer toute cette chaleur, on peut l'envoyer à l'univers, ça ne lui fera pas de mal, cette énergie. On terminera par la main gauche. 1, 2, 3. Et je vous remercie beaucoup pour ce joli partage. Merci à tous, merci à toutes. On s'est un peu étalé, il est midi. Voilà, donc c'est vrai qu'on a fait un peu plus une séance donc, de yoga qu'une séance vraiment de running yoga, mais on a quand même voulu vous faire passer un petit peu des points clés de ce qui nous tient à cœur, vraiment notamment la sensation de la ceinture scapulaire, parce que pour nous, une foulée de noir dans les épaules, et on travaille beaucoup avec les épaules des runners, et puis ça permet aussi de sentir donc, le mouvement du diaphragme et l'amplitude thoracique. Et après, vraiment, cette notion vraiment de sthirasukam, de relâchement dans l'effort et de minimiser l'effort pour faire ce qu'on a à faire. Alors voilà, on vous a épargné la partie effectivement trop running. On a fait une séance donc de yoga. Nous, on est tout à fait OK pour rester un petit peu plus si
nos amis de la FIDI nous laissent un petit peu d'espace. Si vous avez des questions ou des remarques à faire, on vous invite à le faire plutôt par le biais, comme l'a dit Virginie tout à l'heure, de la conversation pour éviter justement une cacophonie de micro et qu'on n'entende en définitive rien du tout. Voilà, donc si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez nous les faire effectivement sur le chat. Et puis pour ceux qui veulent disposer, merci de votre présence et vous pouvez retourner à une activité normale. Et puis voilà, merci à vous. Merci Virginie, merci à la FIDI de nous avoir permis donc de cet espace-là. Merci beaucoup. Alors, merci Pascal, merci Bénédicte. Oui, moi, j'étais pas sûre d'arriver à suivre jusqu'au bout, etc. Mais j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé cette pratique qui relie en même temps la modernité, la douceur et cette exploration anatomique en fait. Bon, après, on peut l'avoir faite à différents niveaux, mais c'est une nouvelle lecture, effectivement, de l'exploration de temps en temps par rapport à vos petites remarques. Quand vous disiez, pour nous, les runners, c'est important, effectivement, les appuis, etc. Et moi, je me projetais dans nos appuis quand on marche, tout simplement, cette marche qu'on a au quotidien et qui souvent provoque, quand on marche mal, on le voit chez nos élèves, beaucoup de problèmes, chevilles, hanches. On peut appliquer beaucoup de choses sans forcément se dire oui, c'est uniquement pour la course à pied. Donc, il y a beaucoup de travail aussi. Et puis, le travail d'épaule est très intéressant après dans l'exploration de la colonne derrière pour remettre en place bassin, colonne, la position droite, là encore, au quotidien. Donc oui, merci beaucoup. Je ne sais pas si, voilà, je vois que je vais laisser la parole à Catherine, peut-être pour terminer, pour voir aussi les questions. Alors, je crois qu'il y a quelques questions qu'on a vu passer. Par contre, je pense que c'est Pascal qui les voit. Moi, je ne les vois pas. Oui, je les vois, oui. Je ne sais pas Voilà. si tout le monde les voit, effectivement. Alors, j'ai deux questions, une qui va être relativement rapide à répondre. Pour Sandrine, pour rejoindre une des personnes, un de nos enseignants de Running Yoga, sur notre site running-yogi.com, il y a une page donc, des ambassadeurs avec une carte de France et qui permet donc de référencer un petit peu tout le monde. Donc, tu peux regarder près de chez toi, celui qui sera le plus proche, il y a ses coordonnées, son numéro de téléphone. Et Delphine, donc, qui nous pose la question pour faire le lien entre le souffle et le running, notre point de vue au moment de l'effort. Je ne comprends pas ta question, je suis désolé. Est-ce que tu peux essayer de la reformuler, quitte à prendre le micro, là, du coup. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai vu comme... Ah, Sandrine, tu as envoyé des mails. Peut-être, s'il y a leur numéro de téléphone, peut-être le plus simple sera de les téléphoner alors. Et Delphine, eh bien, écoute, je veux bien que tu me reprécises un petit peu ta question, s'il te plaît. C'est tout ce que j'ai vu passer comme question pour l'instant. Juste un petit témoignage. Je vous remercie tous les deux d'avoir mentionné Eliane Claire, que nous n'avons pas vue depuis longtemps, mais que nous avions invitée pour un stage de yoga de la FIDI il y a quelques années, que nous avons tous apprécié énormément. Je l'ai eu au téléphone encore avant-hier, voilà, égale à elle-même. Que dire de plus, hein, égale à elle-même, je crois que ça veut tout dire. Voilà. De savoir qu'elle est toujours dans le partage. Exactement, donc elle vit son confinement très bien, en définitive. Elle est un peu frustrée de ne pas pouvoir aller se promener au bord de la mer, ça c'est quelque chose qui lui manque beaucoup. Elle habite donc à la Thèse de Buch maintenant, et voilà, donc elle allait très bien. Voilà, nous aussi, on a beaucoup appris à ses côtés. Notre yoga est vraiment très, très imprégné et inspiré donc, de la projet d'Anne Claire. On a eu la chance de la rencontrer et de la découvrir à l'école de Bordeaux. Donc, elle était co-directrice de l'école à l'époque où nous y étions avec Bénédicte. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup, beaucoup de chance et qu'elle nous a un petit peu pris sous son aile. Elle nous a vraiment soutenus, encouragés, accompagnés dans toute notre démarche, à la fois avec le projet de Cosmos, comme vous avez expliqué tout à l'heure, mais aussi bien pour ce running yoga, comme l'a dit Virginie, effectivement, qui est très empreint de modernité. C'est quelque chose aussi que revendiquait beaucoup Roger Clair, hein, que ce yoga doit évoluer, doit s'adapter à la réalité de ce que nous sommes aujourd'hui. Et Yann Claire aussi nous a toujours vraiment aidés et accompagnés pour mettre en place donc cette approche-là. Et là, ce qu'on propose aux coureurs, c'est vraiment un yoga qui est spécifiquement adapté pour les coureurs avec leurs problématiques de coureurs, c'est-à-dire des chaînes postérieures qui sont très courtes, des hanches qui sont fermées, voilà, souvent des problèmes respiratoires, un manque de volume respiratoire, etc., etc.
La pratique de fin de séance, là, comme quelqu'un vient de poser une question sur ce qui est conseillé, bon, après, qui est certainement à discuter en direct avec un ambassadeur de running yogi pour pouvoir avancer. En tout cas, merci pour la passion que vous mettez l'un et l'autre dans cette double approche, mais on est encore une fois dans l'union, dans le yoga, quel que soit ce qu'on fait, ce que l'on aime. Et dans votre cas... Oui, alors voilà, pour Christine, effectivement, les postures spécifiques après le running, pas tant en fait. Nous, on est beaucoup plus sur des postures avant, de manière justement, comme je vous le disais au début de la séquence. Notre objectif, effectivement, on est vraiment dans le yoga. C'est pas un yoga, c'est pas des postures de yoga qui vont être bonnes pour le runner. C'est vraiment vivre des exercices, comme vous l'avez vu tout à l'heure, avec état d'esprit du yoga, de manière à développer de la conscience et du ressenti dans son corps. Donc pour nous, on est beaucoup plus sur des postures avant, qui vont permettre justement de transformer un petit peu le schéma corporel et le geste technique de courir, parce qu'en définitive, courir, lorsqu'on veut faire ça régulièrement et progresser, et surtout ne pas se blesser, eh bien, c'est un geste qui est aussi technique que de tirer à l'arc ou de faire de l'escrime. Donc, plutôt, pour des postures plutôt après le running, on verra plutôt des postures effectivement de récupération, peut-être des torsions, peut-être des assouplissements, mais vraiment très, très légers, puisqu'en fait, après l'effort, on va éviter justement de tirer sur les fibres musculaires qui ont subi des micro-lésions, et ça, c'est inhérent à l'activité musculaire. Et si on fait des étirements trop importants ou trop intenses à ce moment-là, on risque au contraire d'aggraver la problématique. Donc, après le running, peut-être un petit shavasana, peut-être pour venir intégrer ce qui a été vécu, une torsion, des exercices qui vont te permettre de revenir à l'intérieur de toi et de récupérer, en définitive. Puisqu'après l'effort, l'important, c'est la récupération pour pouvoir revenir à l'équilibre, en définitive, physiologique et énergétique. J'ajouterais les jambes contre un mur, voilà, les jambes en l'air, ça peut être pas mal aussi. Et c'est vrai que je reprends un terme qu'a mentionné Pascal tout à l'heure, c'est notre but vraiment dans ce concept running yoga, c'est de vivre le running comme un asana. Et je me permets juste de donner mon expérience. J'ai couru mon premier marathon à 40 ans et je l'ai vraiment couru comme si je vivais une posture de yoga, ce qui fait que j'ai pas vécu le mur. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qu'on vit quand on est un runner. J'ai vraiment vécu un super marathon parce que j'étais dans cet état d'esprit du yoga, comme si je courais. C'était un asana dynamique, mais un état d'esprit yogi, voilà. Alors j'ai une question donc de Laurent que j'ai reçue. Est-il mieux de courir le matin au niveau énergétique? Nous, on s'appuie effectivement donc, sur cette approche de la médecine traditionnelle chinoise et qui va nous expliquer que, oui, au niveau énergétique, pour aller en accord avec nos 3 étages de notre structure, le matin est beaucoup plus adapté à la pratique corporelle, quelle qu'elle soit, physique ou autre. Donc le matin, c'est plutôt pratique corporelle. L'après-midi, ce sera plus une pratique intellectuelle et le soir, plus une pratique spirituelle, en définitive. D'ailleurs, les monastères étaient organisés comme ça aussi au Moyen-Âge. Le matin, ils faisaient toutes leurs activités. L'après-midi, c'était la recopie des textes et les enluminures. Et le soir, c'est la prière, les chants et la connexion donc, aux étoiles et au monde du subtil. Donc, personnellement, je préfère, et c'est comme ça que je me suis organisé, faire ma pratique, quelle qu'elle soit, yoga, course à pied ou entraînement, le matin. Voilà au niveau énergétique. Après, on est au XXIe siècle, on a des boulots quand on n'est pas confiné à la maison et que parfois, on est obligé d'aller s'entraîner le soir parce qu'il n'y a pas d'autre espace pour le faire. Donc, chacun fait comme il peut. Bon, merci beaucoup. Un témoignage aussi peut-être, oui, personnel, comme tu le disais, Bénédicte. Il y a des moments où on peut vraiment vivre les activités en yoga. Alors, on parle souvent des temps de méditation. On dit oui, on peut être en méditation tout le temps, y compris en cuisinant. Je me souviens un jour d'avoir participé à une session où une participante disait, même en pelant ses pommes de terre, effectivement. Eh bien, c'est un peu la même chose au niveau de l'activité corporelle, quelle qu'elle soit. Et moi, personnellement, c'était il y a 2 ans, j'ai découvert une nouvelle façon de courir et je ne vous avais pas encore vraiment rencontré. C'était juste avant. Et l'été est propice à des nouvelles activités. Je me suis dit, tiens, pour changer un petit peu du yoga, pour compléter les vacances, le bord de mer, on va recommencer à courir un petit peu.
Alors, la première fois, c'est toujours un peu difficile. La deuxième, voilà. Et la troisième, on dit, bon, allez, on y va, on se motive. Et sur cette troisième fois, je me suis sentie tout d'un coup, je me suis dit, OK, on ne va pas y aller justement en force, on y va comme si on était porté par, comme d'habitude, comme tu pratiques ton yoga. Et tout d'un coup, j'ai eu l'impression d'être accompagnée par un home au niveau du son, comme si le vent vitesse qu'on crée, parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de vent ce soir-là, mais il y a ce petit son, cette vibration qui arrive et qui m'a donné l'impression d'être portée par un home pendant tout le temps de la course. Et ça s'est déroulé vraiment dans un espace complètement différent. Et ensuite, je vous ai rencontré et je me suis dit qu'il y avait vraiment du sens à aller chercher, à mettre du yoga partout, vraiment, quelle que soit l'activité qu'on puisse y mettre et quelle que soit la pratique sportive, corporelle qu'on puisse avoir. Et vraiment, je me suis sentie pleinement concernée par votre approche du yoga, tout simplement. Donc, j'avais envie vraiment de porter ce témoignage parce que c'est important. Ça peut se faire au niveau de n'importe quelle pratique, que ce soit après dans la natation. J'ai des élèves qui m'ont fait part de leur sensations au niveau de la natation, au niveau du souffle, etc., et de la présence corporelle. Et c'est vrai que ça peut se faire à tous les niveaux. Donc, je vous remercie d'avoir vraiment mis vraiment en lumière cette façon de pratiquer par rapport à la course à pied, au running, et d'avoir bien voulu nous partager un petit peu cette pratique pour vous et comment vous la vivez. Voilà. Je pense qu'il est peut-être l'heure de terminer, de clôturer cette session. On a tenté l'enregistrement, donc on va voir ce que ça donne. Si c'est possible, si ça s'est bien passé, si on a toute l'intégralité de la session, on la mettra à disposition si la qualité est suffisante. On vous enverra un mail pour pouvoir voilà, pour pouvoir retrouver cet enregistrement, si c'est possible à ce moment-là. Voilà. Je ne sais pas, Catherine, si tu as quelque chose à rajouter ou... Bien, ne pas oublier de mentionner que nous nous retrouvons peut-être, pour ceux qui le désirent, la semaine prochaine, pour toujours en yoga, mais autour du Nidra, cette fois-ci avec Mathieu. Oui, et puis aussi à l'AG juste avant. Il y a l'AG. Samedi, n'hésitez pas, c'est pas la même pratique, mais c'est une pratique aussi, on peut dire. Donc, n'hésitez pas à venir vous connecter. Et pour ceux qui sont, la plupart sont des adhérents, donc n'hésitez pas, n'oubliez pas non plus, petit rappel, les pouvoirs ou les feuilles de vote. Voilà, merci pour cette attention que vous aurez. Oui, et puis effectivement, comme le dit Catherine, le prochain atelier, le Yoga Nidra avec Mathieu, c'est un dimanche prochain, à la même heure, à 10h30, avec surtout penser à vous connecter bien avant pour qu'effectivement on puisse commencer à identifier, à regarder un petit peu la liste des personnes et à faire les admissions de façon à ne pas perdre trop de temps ensuite. Voilà. Merci beaucoup. Merci Bénédicte. Merci à vous, la Fidji. Bonne journée. Voilà. Bonne journée. Au revoir.